bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un nouveau CQFR. Avant qu'on passe sur les matchs de cette nuit et de ce week-end, j'aimerais revenir quand même encore une fois de plus sur le MOOC numéro 16, notre MOOC Miami qui est disponible. Il y a même d'ailleurs une petite promotion pour ceux qui sont abonnés sur Basket Session, qui sont membres, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, membres premium je crois, sur Basket Session. En tout cas, pour tout le monde, pour tous les autres, les frais de port, les frais de livraison sont offerts en France métropolitaine jusqu'au 10 avril. Je vous rappelle, le MOOC Miami, c'est 240 pages dédiées au Heat, à la ville de Miami, à cette franchise si particulière, ces joueurs de légende, que ce soit LeBron James, Dwayne Wade, mais aussi par exemple Glenn Rice, Pat Riley évidemment, Alonzo Mourning. Donc pour ceux qui veulent redécouvrir ou apprendre des choses sur l'histoire du Heat, sur Eric Spoelstra, évidemment, article incroyable sur Eric Spoelstra fait par Fred Young. Il y a des superbes illustrations comme d'habitude. Tout ça, plus d'infos, c'est disponible sur basketsession.com, uniquement sur notre shop. C'est le seul endroit où vous pourrez l'acheter, à moins qu'il se revende déjà sur le Bon Coin, mais de toute façon, il n'a pas encore été expédié, donc ce n'est pas possible. Donc si vous le voyez sur le Bon Coin, pour l'instant, c'est une arnaque. Voilà, donc moi, je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil. C'est vraiment, bon, évidemment, on fait de la pub, mais je vous le dis très sincèrement, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que je suis pas l'âme la plus commerçante du monde. Si vraiment je vous conseille un truc, et quand je vous conseille le MOOC, c'est même pas parce que c'est nous qui l'écrivons. Alors oui, c'est mon job, mais très sincèrement, c'est des trucs très très solides. Si vous aimez le basket, il y a quand même vraiment de quoi se régaler en lisant ces MOOC. Shai, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le MOOC, mais sinon on peut enchaîner. J'étais conquis, je buvais tes paroles en me disant que j'allais en acheter moi. À chaque fois j'oublie, à chaque fois que j'oublie, j'ai écrit dedans et que du coup j'en ai un quand même gratuitement. Et je me dis, il parle bien quand même Antoine, je pense que je vais en acheter un. Et je me souviens ce que j'ai écrit dans ce MOOC-là, quoi. Pour l'instant, après, redemandez-nous dans 6 mois, c'est mort. Mais... Exactement, parce que tu sais que j'ai vu une pub pour le MOOC défense et il me faut quand même quelques minutes pour me demander sur qui j'ai écrit. Alors que par contre, pour Miami, je m'en souviens, Jimmy Butler, long portrait de Jimmy Butler et Tyler Hero. Et toi, Shai, si je dis pas de bêtises, le hit de 2006, le premier titre assez incroyable au passage. C'est ça, c'est sur les finales, l'aventure des finales 2006 et un portrait de Pat Riley, effectivement, de Godfather. Et la première illustration de Pat Riley, l'illustration de couverture de Pat Riley, pas sur la couve du MOOC, de couverture de ton article, l'illustration est absolument incroyable au passage. Je suis d'accord, magnifique. Je dis ça, c'est pas moi qui l'ai faite. Oui, et la couve toujours, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je trouve la couve c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment très très hâte d'avoir l'objet dans les mains pour voir cette couve, pour voir ce que ça rend, les couleurs, ce que ça rend en vrai. Allez, on peut enchaîner tout de suite avec les matchs de la nuit d'abord. Lequel était le plus marquant, tiens? C'est quand même la perf de Jamal Murray. Ça peut être ça, c'était un match important pour la deuxième place aussi, c'était un match où il n'y avait pas Jokic pour Denver. Murray qui est souvent attendu au tournant, surtout quand il n'y a pas Jokic, 39 points, ouais, c'est une perf marquante quand même. Ouais, les Nuggets qui mettent fin en plus à la série de victoires des Rockets. Donc c'était l'équipe classée numéro 2 Houston face à l'équipe classée numéro 3 Denver. Victoire des Nuggets 116-111 sans Nikola Jokic, tu l'as dit, avec un excellent Jamal Murray, effectivement 39 points, 17 dans le troisième quart-temps, au moment où Denver justement se détache. Ouais, c'est ça. Et puis le match était vraiment serré à la fin. Les Rockets étaient dans le coup. Jalen Green fait un bon match, 30 points, triple-double d'Alperen Sengun. Et mine de rien, les Nuggets ont quand même pris le dessus sur la fin. Sans Jokic, c'est toujours intéressant parce qu'on se dit bon, c'est perdu. Quand il n'y a pas Jokic, ils ont beaucoup de mal à jouer. J'ai pas les stats de ce que ça donne sans Jokic, mais tu vois là, ce qu'a fait Murray, ce qu'a fait Christian Brown à la fin, j'ai bien aimé, beaucoup de sang-froid sur la ligne pour prendre les fautes. C'est lui qui les fait rester en tête à la fin. Westbrook, toujours cette belle énergie en sortie de banc pour mettre des paniers quand il faut, mais pas que. C'est plus le mec qui va marquer 30-35 points, on le sait, mais il apporte d'autres trucs. Michael Porter aussi. Enfin, voilà. Sur un match comme ça, contre une équipe qui était en pleine bourre, c'est jamais facile aussi d'enchaîner autant de victoires et de répéter, surtout contre des bonnes équipes. Donc, belle victoire Denver et beau match de Murray aussi. Il a shooté à combien au niveau adresse, Murray? 15 sur 28. Ouais, donc beau match avec 4 rebonds, 7 passes. Beau match, oui. Beau match de sa part. Donc, et les Nuggets, si je dis pas de bêtises, ils reviennent à une longueur de Houston. Une victoire de Houston. Nikola Jokic, il devrait bientôt revenir, mais effectivement, ces moments sans lui sont intéressants, tu l'as dit. Ça permet
de construire petit à petit quelque chose pour affronter les minutes sans Jokic en playoff. On sait que les minutes sans Jokic, c'est toujours très particulier. Pendant toute l'année, on a un des arguments pour le MVP de Nikola Jokic, c'est le fameux on-off, ce que font la production des Nuggets avec Nikola Jokic puis sans lui, et c'est souvent le désert sans lui, ce qui explique que Jokic a un on-off énorme vu qu'ils sont excellents avec lui. Là, il y a quelque chose qui commence à se développer. Ils sont à 2-2 sur les 4 matchs, sur les 4 derniers matchs sans Jokic, ce qui est quand même potable. On voit un grand Jamal Murray, on voit un Michael Porter Jr. qui se développe aussi. Tout ça, c'est des petites pistes pour Michael Malone en vue des playoffs. C'est aussi bien de gagner contre un adversaire direct, non seulement dans la course à la deuxième place, mais aussi futur potentiel adversaire en playoff, peut-être au second tour, par exemple. Donc, belle victoire de Houston, victoire importante. Et oui. Ouais, non, j'allais dire, sur les 4 matchs que tu évoques, les 4 matchs qu'a manqué Jokic, les 2 victoires, c'est quand même contre les Warriors et contre les Rockets, donc c'est pas mal. Une des 2 défaites contre les Lakers, il n'y a rien de scandaleux quand même. Et bon, une autre contre les Blazers qui sont très très chiants à jouer quand même dans cette deuxième partie de c'est saison. une bonne équipe en ce moment, ouais, clairement. Allez, on peut enchaîner avec Cleveland qui a retrouvé le chemin de la victoire. Les Cavs ont battu le Jazz 120-91. Ça faisait 4 défaites de suite avant ça pour Cleveland. Il a fallu 18 points, notamment de Jarrett Allen. Bon, ils n'ont pas forcément forcé contre le Jazz, mais voilà, ça fait. Il réenclenche un petit peu potentielle série de victoires. Et Kyle Filipowski, dont on parle de temps en temps, Shai, 18 points, 13 rebonds. Voilà, il finit toujours très bien cette saison. Il y a plusieurs rookies qui finissent bien cette saison NBA. Ouais, toujours très solide, Filipowski, je trouve, lui aussi. Ça va être amené à être un bon joueur NBA. Les Cavs se sont surtout rassurés parce que c'est jamais bon, en se rapprochant de la fin de la saison, d'enchaîner les défaites. C'était pas exceptionnel contre le Jazz, mais il y a eu le 3e quart-temps où à un moment ils ont décidé que c'était terminé, ils ont passé un 15-0, les autres n'arrivaient plus à marquer un panier, et au final ils ont pu quand même gagner relativement sereinement, mais on va dire que c'est des victoires pour retrouver un peu de confiance, plus que dans la manière. Voilà, ils vont essayer de bien finir la saison comme ça, grâce à ce... Il reste combien de matchs pour les Cavs là, du coup? J'ai pas le classement sous les yeux. Ils sont à 57-14 si je dis pas de bêtises, donc ils ont joué 71 matchs, donc il leur reste 11 matchs. Voilà, donc petit sprint final pour les Cavs. Ils ont quand même bien fait de gagner, parce qu'on va en parler après, mais Boston, imagine les Cavs sont dans une sale série, Boston, eux, ils perdent plus là, donc c'est pas mal de gagner. Il y a 5 matchs d'écart avec 10 matchs à jouer. Il y a 5 matchs, mais on sait jamais. Et puis, en fait, c'est histoire, je dis ça pour terminer la saison avec l'écart qu'il y a eu toute l'année, pour que ça reflète un peu la domination qu'ils ont eue sur l'Est. C'est surtout ça que je dis. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre point, il y a quand même le meilleur bilan de la franchise à aller chercher, c'est 67 victoires. Donc, il faut qu'ils en gagnent 10 sur 11 là, sur ce qui reste. Ça serait dommage de finalement... Bon, dommage, non. Mais pour eux, je dirais, de ne pas se retrouver avec le meilleur bilan de toute l'histoire des Cavs. Je crois que c'est 66. Je vais vérifier quand même en direct. En tout cas, tu as parlé... c'est une saison avec LeBron dans tous les cas. Avec LeBron, évidemment. Tu as parlé de confiance. Il y a une équipe qui avait cruellement besoin de se remettre en confiance parce qu'elle restait sur 10 défaites de suite. Cette équipe, c'est le Miami Heat qui a enfin renoué avec la victoire. Alors, ils ont joué contre les... contre les Charlotte Hornets. J'ai cru que tu allais être désobligeant, j'ai cru que tu allais sortir un adjectif contre les... bref. Non, mais les Hornets, oui. Je vais leur donner leur vrai nom, les Hornets. Victoire 122-105 du Heat avec une performance exceptionnelle d'Andrew Wiggins. 42 points, 16 sur 21 au tir. Il a dû entendre qu'on avait dit qu'Aaron Wiggins c'était le meilleur Wiggins de la NBA. Il a dit hop, hold my beer. Ah non, pas my beer. Ça, c'est au Mavs. Du coup, Wiggins, 42 points. C'est quand même la meilleure perf d'un joueur du Heat cette saison. Tyler Hero a fait 3 fois 40. Wiggins, il est arrivé, boum, 42 à 16 sur 21 au tir et 6 sur 8 à 3 points. Ouais, la série de défaites, elle était infernale. Je crois que non seulement Andrew Wiggins a entendu qu'on remettait en question son statut de meilleur Wiggins de la ligue, et les joueurs du Heat et le front office se sont dit vas-y, ils sortent leur MOOC Miami, on va arrêter de perdre 10 000 matchs, c'est bon, ça suffit. On va commencer à gagner. Les Hornets, ça tombe bien. J'ai eu un peu peur quand même. Je les ai vus mener en première mi-temps. Je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont encore nous faire une deuxième mi-temps apocalyptique comme ils faisaient? Non, heureusement, Andrew Wiggins, tu l'as dit, 42 points. C'est sa deuxième plus grosse perf en carrière. Il avait fait 46, je crois, avec Minnesota 47. Il y a quelques années. 47 avec Minnesota il y a quelques années. Ouais. Et avec Tyler Hero qui met 29 points, ça a fait un beau duo. Je te vole le point Moussa Diabaté, parce que tu l'as trop souvent fait ces derniers temps. Moussa Diabaté qui a joué que 5 minutes, mais 5 minutes de Moussa Diabaté, ça peut faire 6 points à 3 sur 3 quand même, car c'est une machine à produire des statistiques, entre autres.
On va croire que je suis son agent, son cousin, je sais pas, mais non, j'aime juste beaucoup Moussa Diabaté, c'est tout. Ouais, vu que tu mets en avant ton gars Moussa, moi je parlais de mon gars Zachary. Victoire d'Atlanta contre Philadelphie 132-119 avec encore un très bon match de Zachary Rizaché. 22 points, 9 sur 15 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Performance très propre, il y a 28 points, 12 passes de Trae Young. Une équipe des Hawks qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Elle est sur 3 victoires de suite, ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. Ça marche bien à Atlanta. Atlanta est pour l'instant 7e de la conférence Est et bien parti pour garder cette 7e place, c'est-à-dire d'avoir l'avantage du terrain sur le ou les 2 matchs de play-in. Ça aide quand même à se qualifier pour les playoffs. Donc voilà, ça se passe plutôt bien du côté des Hawks. Gershon Yabusele pour les Sixers, 11 points, 7 rebonds, 3 passes. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de Rizaché. Encore une fois, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais je suis prêt à en remettre un petit peu une couche. Encore une fois, on a un bon Rizaché qui termine bien cette saison. Tu l'as vu ce petit drive avec le dribble dans le dos, attaque du cercle, dunk. Il est de plus en plus à l'aise, je trouve, dans ses déplacements, sa confiance, son shoot. C'est logique, c'est l'expérience qui vient. Il y a toujours cette question des minutes. À chaque conf de presse, Quinn Snyder doit dire pourquoi il ne le fait pas jouer 35 minutes. Enfin, peu importe, dans tous les cas, il fait des très bonnes prestations. C'est marrant parce que j'écoutais ce matin un peu tôt, j'écoutais le podcast de Bill Simmons et ils ont fait une sorte de... Ils ont déjà redrafté la QV 2024 en se demandant qui serait pris en 1. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui se seraient dit que ce serait forcément Stephen Castle parce qu'il se dirige vers le titre de rookie de l'année. Ryan Russillo a mis Rizaché et Simmons a mis Castle, mais avec Rizaché en 2. Et les deux ont parlé vraiment, vraiment en bien de Rizaché. Pour dire qu'il le trouvait là aussi de plus en plus à l'aise, que c'était un gars qui était toujours en mouvement, toujours dans l'effort, qui avec sa taille, même si son gabarit pour l'instant, en tout cas sur ce qu'ils estiment être la dureté, la solidité physique, ça allait progresser, mais à cette taille-là, avec cette mobilité et ce shoot, pour eux c'était un joueur qui était assuré d'être un très bon joueur de cette ligue. Et ça fait plaisir de voir que, on l'a dit pas mal, tu l'as aussi beaucoup dit, tu l'as même beaucoup défendu lorsqu'il avait du mal à trouver son adresse. Moi je le trouve vraiment de plus en plus à l'aise et agréable à voir. Les Hawks sont plutôt agréables à suivre aussi. Et Zachary Rizaché fait une très bonne deuxième partie de saison. J'ai pas les stats en split, mais je me doute que tu as ça, évidemment. J'ai tout, ouais, je vais vous donner ça. J'aimerais déjà parler un peu du Roy, encore une fois. Encore une fois, c'est vrai, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, on radote un peu, mais Trae Young a donc dit que pour lui, Rizaché devait être le Roy. Évidemment, il n'est pas forcément objectif. Il y a George Young qui n'est pas non plus objectif parce que c'est son coéquipier, mais il en a remis une couche. Et je trouvais ça intéressant. Il a dit non, mais je pense vraiment que c'est Rizaché le Roy. Il joue dans une équipe où il y a beaucoup de concurrence, il joue comme un vétéran. Et c'est vrai que c'est ça souvent qui ressort, c'est le Rizaché, il joue comme un vétéran. En fait, il joue pas comme un rookie. Il boxe déjà dans une autre catégorie et ça joue en sa défaveur presque injustement. J'ai beaucoup souligné toute l'année, tu sais, quand on parlait des rookies, je disais ouais, mais dans le jeu, le meilleur, c'est machin. Dans le jeu, le meilleur, c'est machin. Et dans le jeu, Rizaché, je suis pas sûr qu'il soit vraiment moins fort que Castle. Castle sera le rookie de l'année. Je le sais, on le sait, c'est bon, il a 14 points par match, il sera le rookie de l'année, il n'y a pas de souci. Mais dans le jeu, il est vraiment pas loin, Rizaché. Et contrairement à Sarr et à Castle, Sarr, il joue dans une équipe extrêmement faible où il peut avoir toutes les responsabilités du monde. Rizaché, non, il a un rôle à assurer dans une équipe où autour de lui, il y a quand même un temps, il y a eu Jalen Johnson, il y a eu DeAndre Hunter. Maintenant, il y a George Niang, Caris LeVert, Terrence Mann, des mecs confirmés, tu vois, des mecs confirmés. Il doit se concurrencer ces mecs-là pour des minutes. Il doit jouer dans une équipe qui tient à se qualifier pour quelque chose. Ce n'est pas le cas des Spurs aujourd'hui. C'est évidemment pas le cas des Wizards. Et sur la deuxième moitié de saison, tu voulais ses stats, il est à 14 points depuis le All-Star break. C'est pas immense, mais c'est finalement dans les mêmes eaux que les meilleurs rookies. Après, Castle doit être sur le All-Star break, doit être un peu plus que sa moyenne. Mais donc, il est à 14 points depuis le All-Star break, à 49% au tir et 43% à 3 points. En fait, il est ultra efficace depuis le All-Star game. Sur les 10 derniers matchs, c'est grosso modo, et même un peu plus que 14 points, pardon. Je l'ai mis en session sur Basket Session. Il a un peu plus que 14 points. Il est proche des 15 points par match, tout en jouant un peu moins, légèrement moins, hein, pas beaucoup moins, mais il joue un peu moins que Sarr et Castle sur l'ensemble de la saison. Autre point, les Hawks ont un bilan positif sur les matchs qu'a joué Zachary Rizaché. Ils sont à 33-31. Alors, c'est légèrement positif, mais c'est quand même positif sur l'ensemble, sachant que c'est une équipe qui a un bilan négatif sur la saison. Mais 33-31 avec Rizaché.
qui, je pense, et ouais, si là, fallait faire une redraft, je ne le prendrais pas au-delà de 2. Non, moi non plus, mais tu vois, ça pouvait se discuter à un moment et même directement après la draft. Castle, mais... Voilà, on se disait, est-ce que beaucoup de gens se demandaient, ça va être le numéro 1 le moins visible, peut-être le plus discret, peut-être le moins bon. Enfin, ça parlait de buzz direct parce que les gens n'avaient pas vu tant de choses que ça de lui. Moi, sa première saison, elle me satisfait tout à fait et je vois complètement le chemin vers ce qui peut devenir. Et même les Hawks, globalement, je trouve cette saison-là plutôt encourageante. Il y a eu des changements en cours de saison. Trae Young, moi je te dis, la grande satisfaction pour l'instant, c'est que Trae Young a l'air content d'être dans cette équipe. Il aime beaucoup Riz Haché en plus. Je m'y attendais pas pour le coup. Je pensais que au bout d'un moment, ça forcerait pour un départ ailleurs. C'est pas encore le cas. Il prend du plaisir dans cette équipe. Lui aussi, il fait plutôt une plutôt bonne saison. Voilà, donc je suis d'accord avec toi, Riz Haché. Je le prends pas au-delà de 2. Il y a des joueurs qui ont disparu aussi de toute façon dans cette QV. Hein. Si tu fais une redraft, Reed Shepard a eu quasiment aucune opportunité avec Houston à proprement parler. Faut pas l'enterrer tout de suite, lui, par contre, au passage. De quoi, pardon? Reed Shepard, faut pas l'enterrer tout de suite, cela dit. Bien sûr, c'est un contexte. Il joue pour un coach. À mon avis, moi je l'interprète comme ça. Il fait des cartons offensifs en G-League. Le potentiel offensif est là, évidemment. Mais s'il a pas beaucoup joué quand Van Vliet, par exemple, était absent, parce que Udoka, c'est un peu c'est un intégriste de l'effort défensif et il se dit non, il est pas prêt défensivement pour moi, donc il joue pas en fait. Je l'interprète comme ça, mais je suis d'accord avec toi. Peut-être que ce soit ailleurs ou la saison prochaine, je pense aussi que ça se voit que le garçon il a du basket dans les pattes, il y a pas de problème. Et pour Alex Sarr, pareil, oui, le contexte est différent, mais là aussi je suis satisfait de la deuxième partie de saison et on en parlera plus longuement quand on évoquera la question du Roy dans un podcast plus large à mon avis, mais c'est cette QV qui était un peu qui était assez risquée quand même pour les joueurs. Je pense que c'était très casse-gueule, notamment pour les deux Français. Ils s'en sortent tout à fait honorablement, voire très très bien. Yes, et par exemple, je prendrais pas Jared McCain, qu'on a beaucoup oublié, mais je prendrais pas Jared McCain devant Riz Haché si je faisais une redraft. Peut-être que je me trompe. On a tellement peu vu de McCain. J'aime bien McCain en plus pour le coup. Je trouvais que c'était un joueur intéressant avant même qu'il commence à jouer avec Philly à Duke. Je trouvais cool. Je pense que ça va être un bon joueur, mais je suis pas encore persuadé de le prendre devant Riz Haché sur une redraft. Dans cette QV, il y a effectivement 15 joueurs qui sont à 8 points ou plus. Il y a plein de rookies qui terminent bien. Alors, il y en a, c'est dans des équipes très faibles, mais tu vois, il y a un paquet de gars. Tu vois, que ce soit Justin Edwards, justement, des Sixers, Jalen Wells, Zach Edey, Bob Carrington, Kelly Ware, Kyle Filipowski, Keishon George, Quinton Post. Tu vois, il y a Isaac Collier, il y a quand même Matas Buzelis, il y a quand même plein de mecs qui se montrent, qui finissent bien. Tristan Da Silva au Magic a eu des choses intéressantes. On peut parler de Ron Holland, on peut revenir sur les matchs. Ron Holland qui a mis 26 points cette nuit, victoire des Pistons 136-130 contre les Pelicans. Il met 14 de ses 26 points dans le quatrième quart-temps, avec 5 rebonds, 6 passes. C'est quand même le 5e choix de la draft. C'est son match, c'est son match référence, le meilleur match de sa jeune carrière. Et Détroit arrive à gagner sans Kate Cunningham et malgré 40 points de CJ McCollum. C'est vrai qu'on en parle. Ron Holland, on en a quasiment jamais parlé cette année. Il a eu un petit rôle quand même avec les Pistons. À chaque fois que j'ai regardé des matchs de Détroit, il était en train de s'embrouiller avec des gens. Donc il est bien je pense qu'il est bien dans le moule. Il crée des choses, que ce soit des tensions ou des actions. Là, dans ce match-là, il était très très bon dans le quatrième quart-temps. Cunningham qui est touché au mollet et donc qui a pas joué ce match, mais ouais, 14 de ses 26 points. C'est son record, hein. Je pense que cette saison il a pas mis plus que 26 points, ou alors c'est un match que j'ai pas vu. Non, c'est son record. Voilà. Et dans le quatrième quart-temps, donc très, très intéressant aussi. Ron Holland, tu fais bien de le mentionner. Les Pelicans, eux, qui jouaient sans Zion Williamson. Autre match, San Antonio a battu Toronto facilement 123-89. Troisième victoire de suite des Spurs qui vont mieux depuis qu'ils jouent plus avec De'Aaron Fox. 25 points de Devin Vassell, 15 points de Stephen Castle, 2 et 20 points de Julian Champagny. Juste, je vois le nom de Chris Paul, ça me fait penser Dyson Daniels qui a pris 5 interceptions pour les Hawks et le premier joueur à atteindre la barre des 200 interceptions sur une saison depuis Chris Paul en 2009, je crois. Ouais, c'est le plus jeune de tous les temps à le faire. Il a 22 ans. Non, enfin, c'est 22 ans et 6 jours ou 21 ans et 6 jours, je ne me rappelle plus. Mais c'est le plus jeune à atteindre la barre des 200 interceptions sur une saison. Lui, c'est vraiment un phénomène défensif. C'est un très beau coup finalement qu'ont fait les Hawks en le recrutant. Et les Raptors il y a une lutte incroyable. Tu sais, tout le monde a acquis que Washington et Charlotte auraient les 2 plus mauvais bilans à l'Est. Par contre, Brooklyn, Toronto et Philadelphie, c'est vraiment la lutte sur
qui va être le plus nul de nous trois. Et l'Est est tellement mauvaise que Toronto est encore 11e en faisant tout pour perdre des matchs, quoi. L'autre fois, ils ont quand même. Tu sais, c'est le nouveau truc du tanking, c'est que tu mets tes stars, tu mets tes stars, pas beaucoup de stars à Toronto, mais tu mets tes meilleurs joueurs. Et par contre, bizarrement, tu fais pas jouer tes meilleurs joueurs en deuxième mi-temps ou dans le quatrième quart-temps, quel que soit le score, même si c'est serré. Donc, c'est le nouveau truc. Et les Raptors, ouais, sont complètement horribles. Ils sont sur 4 défaites de suite. Et malgré ça, ils sont 11e, quoi. Vive la conférence Est. Boston a battu Portland 129-116. 30 points, 9 rebonds, 9 passes de Jason Tatum qui a frôlé le triple-double. 24 points de Sam Hauser. Du côté des Blazers, petit coup d'arrêt malgré 23 points de Shedon Sharp. 8 sur 10 à 3 points, Sam Hauser, lui aussi, c'est une gâchette quand même. Ouais. Et il n'y avait pas Jalen Brown, il n'y avait pas Jrue Holiday, il n'y avait pas Kristaps Porzingis. Les Celtics continuent le management. Ouais, après ils ont gagné 9 des 10 derniers matchs. C'est les champions qui accélèrent sur cette fin de saison. OKC a battu Los Angeles, les Clippers. Le Thunder a battu les Clippers 103-101. Grosse séquence défensive à la fin. 26 points, 8 passes pour un Shai Gilgeous-Alexander qui a été maladroit, 7 sur 29. 14 points, 10 rebonds, 6 passes pour Isaiah Hartenstein. 19 points d'Aaron Wiggins, l'autre Wiggins. En sortie de banc, il y avait eu 25 points de Kawhi, ça n'a pas suffi pour les Clippers. C'est une très bonne équipe contre une bonne équipe. Et OKC qui bien parti pour finir avec le meilleur bilan de la ligue. C'était la 59e victoire. Ouais, je pense qu'ils vont finir en tête de la ligue. Les Clippers ne vont pas rougir parce qu'ils les ont tenus en jeu quand même une bonne partie du match. Ils ont réussi à faire déjouer Shai en attaque en termes d'adresse. C'est quand même pas donné à tout le monde. Parce que le gars est un modèle d'adresse. 7 sur 29, ça lui est pas arrivé souvent, je pense, depuis qu'il a le premier rôle à OKC. C'est quand même Alex Caruso qui nous met un petit panier, je pense qu'il fait vraiment basculer quand il repasse devant. 3 points. Il reste un peu moins de 2 minutes et il claque le panier à 3 points. Et ça leur permet de virer en tête. 6e victoire de suite pour le Thunder. Ce week-end, il y a un match sur lequel tu voulais revenir, c'était la victoire de Chicago contre Los Angeles. Large victoire, je ne m'y attendais pas. Malgré le retour de LeBron, etc., il y a eu une large victoire de Chicago. J'ai plus le score exact, mais c'était 140-117, quelque chose comme ça. Les Lakers n'étaient vraiment pas venus pour défendre. 146-115, avec un énorme match de Josh Giddey qui avait fait 15 points, 10 rebonds, 17 passes, 8 interceptions. Et tu voulais me parler un peu des Bulls. Bah oui, je voulais faire un petit mea culpa parce que j'ai pas arrêté de dire, sur les 3 quarts de la saison, à chaque fois que je regardais les Bulls, il y avait. Alors, c'est pas l'équipe qui jouait le moins bien au basket, attention. C'était pas l'équipe la plus chiante à proprement parler à regarder. Mais c'était fade, je savais pas où ils voulaient aller, il n'y avait pas de plaisir quoi, dans cette équipe. En tout cas, c'était mon impression. Là, le mea culpa, c'était peut-être la vérité d'un match ou d'une période, parce qu'ils sont bien, on l'avait déjà souligné quand même, qu'ils jouaient mieux depuis que la hiérarchie dans l'effectif s'est un peu éclaircie. Ce match contre les Lakers, mais j'exagérais tout à l'heure avant qu'on prenne l'antenne, je te disais, c'était les Bulls de 95, mais le niveau de jeu, le niveau offensif de l'équipe. Alors, les Lakers récupéraient LeBron, donc c'était un peu l'événement. Tu te dis, allez, ils ont LeBron, ils ont Luka, même s'ils gagnent pas, ils vont pas prendre une trempe. Ils vont pas prendre une trempe à domicile, quoi. Contre Chicago, 146 points encaissés. Et le rythme mis par les Bulls en attaque, ils les ont pilonnés, ça allait à 200 à l'heure, exactement ce que n'aiment pas les Lakers en fait. Je pense que ces Lakers-là, ils vont chercher à tout prix, quel que soit l'adversaire en play-off, à contrôler le rythme, à jouer sur un tempo relativement lent, ce qui sied plutôt bien à Luka, ce qui sied plutôt bien à LeBron aussi maintenant, à ce stade de sa carrière. Et là, ils agressés. Ils sont capables aussi de pousser en transition, les Lakers. Leur jeu de transition est bon, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Là, ils les font cavaler toute la soirée, quoi. Là, c'était toute la soirée, non-stop. Alors, il faut qu'il y ait la réussite offensive pour permettre un tel résultat, mais je les ai trouvés vraiment surprenants, très très agréables à voir. Encore plus que sur les derniers matchs où on avait déjà souligné qu'ils allaient bien. Probable mea culpa à venir aussi sur Boutzelis qui, là, sort un super match. Il met une 30aine de points. Ça fait quelques matchs aussi, lui aussi, depuis que la hiérarchie s'est éclaircie, qu'il a plus de temps de jeu. Il montre vraiment ce qu'il est capable de faire. Là, sur ce poste-là, il a vraiment beaucoup d'atouts entre sa taille, son shoot. Là, je commence à voir vraiment ce qu'on voyait en lui avant la draft. Moi, je le voyais peu, finalement, je me disais... Je pense que j'ai été un peu échaudé par la personnalité, en fait, ce qui est bête. Mais quand il commençait à chauffer Rizachi à distance en disant « Ah, je dois être pris avant lui, c'est moi le meilleur, machin. » Je sais, j'ai peut-être pas été assez juste après dans mon analyse du joueur. Là, sur le match que j'ai vu contre les Lakers, lui et les autres
Josh Giddey, on l'a jamais abandonné à mon souvenir. Dans mon souvenir, on a même plutôt dit qu'au moment du trade, ça pouvait être du gagnant-gagnant. Hein, Caruso, Giddey avait besoin d'un nouveau décor. En plus, avec les histoires extrasportives, il fallait qu'il change de paysage et que les Bulls avaient aussi besoin de jeunes joueurs capables de tracter le projet pour la suite. Là, je sais pas si tu as vu les stats. Il y a une espèce de. J'avais fait un petit article hier sur Basket Session sur les stats de Josh Giddey au mois de mars tous les ans. C'est-à-dire que là son mois de mars, il est déjà très très bon. Mais tous les ans, à la même période, au mois de mars, Giddey, il claque des stats assez folles. Je suis en train de te retrouver voilà. Ses moyennes sur tous les mois de mars depuis qu'il est en NBA, donc depuis 4 ans, là, depuis 2021, c'est 18,1 points, 8,1 rebonds, quasiment 7 passes à 52% d'adresse et 39% à 3 points. Et sur tous les autres mois ensemble, donc ça fait quand même un paquet, il passe de 18 à 13 points, de 8 à 7 rebonds, de 7 passes à 5 passes, et de 45% il est à 45% sur les autres mois que le mois de mars. Il faudrait qu'il joue que en mars. Il faudrait qu'il joue qu'en mars. Le mec se fait sa propre March Madness. C'est un super joueur, Giddey, de toute façon. Ça fait combien de temps qu'il y a le dernier presque quadruple double. Je parle pas du quadruple double de David Robinson, hein. Il n'y a pas tant de presque quadruple double que ça finalement, et il a failli en faire un contre les Lakers. En tout cas, je finis mon mea culpa sur le fait que les Bulls, en ce moment en tout cas, sont très très agréables à regarder, et ce match m'a mis une bonne tarte en même temps que celle qu'ont prise les Lakers, évidemment. T'as bien fait. Je te propose qu'on fasse un dernier petit point NCAA quand même, parce qu'il y a la March Madness qui est en cours. Pour l'instant, ça se place plutôt bien pour Cooper Flagg et pour Duke. Allez, je te laisse la parole sur un peu les résultats NCAA. Je sais que Arizona est toujours en course. Mon bracket, par contre, est éclaté contre un arbre. Le seul truc que tu regardes, Arizona. Ouais, mais les brackets. Alors cette année, il n'y a pas encore de. Je trouve qu'il n'y a pas de gigantesque upset qui fait que tout le monde a un bracket explosé. Mais ouais, donc cette March Madness, donc là, on connaît le programme et le tableau du Sweet 16. Chez les filles, il faut attendre encore un peu, donc on vous le donnera demain quand ce sera déterminé. Mais en gros, oui, tu disais que pour Duke, ça se passe bien. C'est le cas. Ils ont passé les 2 premiers tours. Flagg a joué les 2 matchs. Ça s'est plutôt bien passé. Là, ce week-end, ils ont dominé Baylor 89-66. Un Baylor où il y a Vijay Edgecombe, autre prospect de draft attendu assez haut que j'aime bien, qui n'a pas réussi à briller dans ce match-là, mais qui est plutôt prometteur. Et Flagg, 18 points, 9 rebonds, 6 passes sur un temps de jeu réduit, je crois, une vingtaine de minutes, 25 minutes. Très, très convaincant. Aucun problème visible avec la cheville, un poster en contre-attaque qui laisse supposer que quand même ça va bien. Et pour revenir aux têtes de série, donc Duke en fait partie. On a Florida qui a mis fin au rêve de three-peat de UConn. Peu de gens croyaient vraiment UConn cette saison, à juste titre. Et Florida a battu UConn 77 à 75. Autre tête de série, Auburn, qui a battu Creighton assez facilement 82-70. Et la 4e tête de série, c'est Houston, qui a mis fin. Alors, c'est pas un règne, parce que Gonzaga ne gagne jamais à la fin, mais Gonzaga est tout le temps en Sweet 16 au moins, ou en Elite 8. Ça faisait quelque chose comme 7 ou 8 ans, j'ai plus le chiffre exact. Mais Houston a mis fin à cette série-là et a remporté 81-76 son match. Dans les autres perfs marquantes, si vous aviez lu le petit papier que j'avais fait sur les joueurs à suivre dans cette March Madness, du côté de Maryland, j'avais parlé de Derrick Quinn, l'intérieur un peu polyvalent, très à l'aise ballon en main de Maryland. Il a mis un game winner au buzzer dans le match contre Colorado State, qui fait que Maryland est qualifié. Il y avait un duel de OG du coaching avant la Sweet 16 entre Arkansas et St. John's. Ouais. Il y avait Rick Pitino à St. John's et John Calipari, l'ancien pape de Kentucky notamment, qui est à la tête d'Arkansas. Et c'est Arkansas qui a gagné 75 à 66 et qui a sorti une tête de série numéro 2. Donc c'est un micro upset quand même, parce que St. John's c'était une belle histoire, mais c'était pas un vrai numéro 2 dans le sens traditionnel du terme. Et donc on a les affiches du Sweet 16. Ça donne Florida, Maryland, Texas Tech, Arkansas, Houston, Purdue, Kentucky qui est là aussi. Kentucky, même si... J'ai mis jusqu'au Final Four, moi. Ça tient toujours mon truc. Jusqu'en finale, pardon. Je les ai fait sortir du... Je les ai mis jusqu'en finale. Ah ouais, je t'annonce qu'ils vont perdre au prochain tour contre Tennessee, que moi j'ai mis très très loin dans le tableau. Ouais, mais t'as mis Memphis qui est sorti au premier tour. Dans mon Final Four, il y avait Memphis et Marquette qui sont tous les deux sortis au premier tour. Donc comme ça, je l'avais dit que mon bracket serait éclaté. Par contre, il y a un Kentucky-Tennessee qui va être sympa à suivre. Duke joue contre Arizona, donc là aussi ça va être un gros match, même si je pense quand même que Duke va passer.
Brigham Young contre Alabama, Auburn contre Michigan et Ole Miss contre Michigan State. Il peut y avoir un Michigan State en Elite 8 qui serait assez savoureux. Voilà, on vous donnera les résultats des tableaux des filles demain parce que le Sweet 16 n'est pas encore déterminé. Il reste des affiches à jouer aujourd'hui. Yes, justement, parfait. Effectivement, tout ça sera disponible demain dans notre CQFR. Sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Pardon. Oh, décidément, difficile. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain. The game is out there, and it's either play or get played.